membres de cette organisation, pour employer un mot presque gauchiste, que je ne connaissais pas et que j'ai donc appris à connaître et que je vais mieux encore connaître parce que j'ai reçu un cadeau en arrivant qui est le manifeste d'Utopia. Et je suis venu vous parler d'un sujet qui fait quand même pas mal de bruit dans les médias. Vous avez sûrement entendu le mot de transhumaniste, hein, déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a des zélotes qui font carrière sur ce mot, par exemple un journaliste qui s'appelle Laurent Alexandre, pour ne pas le nommer, et quelques autres aussi. Mais donc moi, évidemment, je vais vous donner quelques définitions de ce que c'est, ou ce que j'ai perçu de ce qu'était le transhumanisme. Et ensuite, évidemment, je ne suis pas multiscient, je ne suis pas un pic de la Mirandole du transhumanisme, donc je vais vous parler de la vision de quelqu'un qui est médecin, scientifique, et qui a été interpellé après 40 ans de travaux ardus dans le domaine des neurosciences et du vieillissement, par la découverte de ce mouvement, et qui, d'une certaine manière, remettait presque en cause mon parcours. Et donc, avec Daniel Tritsch, qui était une collègue scientifique avec qui j'ai co-dirigé un laboratoire de neurosciences à l'université Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, on s'est penché sur ce sujet. C'est donc le fruit d'un agacement, le livre qui est paru. Et donc cet agacement s'est traduit dans le titre de ce livre qui est paru chez Belin, ça va pas la tête, mais avec des sous-titres plus explicites. Et donc je vais essayer de vous parler un peu des raisons de cet agacement, et puis de ne pas rester uniquement dans la critique, c'est-à-dire en face de cet agacement, qui me conduit à dire, avec un message simpliste, peut-être trop simpliste, que le transhumanisme, si je suis très agacé, c'est une imposture, si je suis plus tolérant, c'est une coquille vide. Et donc, de dire, et c'est ouvert à discussion bien sûr, je vois déjà des têtes qui hochent, de dire ce que j'en pense et pourquoi j'ai cette impression. Alors, peut-être que je vais me lever à certains moments, parce que j'aime pas parler assis. Peut-être parce que je suis petit. Attendez, je vous l'allume. Non, mais je vais rester là pour l'instant. Donc, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme, du moins tel que je l'ai vu, ou quelle a été ma perception lorsque j'ai découvert ce mot, que je me suis intéressé. Justement, il y a une difficulté à le définir parce que c'est un mouvement d'idées. Donc ça, moi, je suis tout à fait favorable au mouvement d'idées. Un mouvement d'idées, on ne va pas passer trop de temps sur l'histoire, c'est un mouvement d'idées qui considère que rien ne doit arrêter les efforts, et jusque-là je suis d'accord, pour que l'être humain vive dans la meilleure santé possible, le plus longtemps possible, et même que cet être humain puisse essayer d'avoir, si j'ose dire, une existence post-humaine grâce à un certain nombre de progrès dans la science. Donc ce qui est compliqué, c'est que par exemple les philosophes, j'ai fait un débat avec Gilbert Autois, qui est un professeur de philosophie de Bruxelles, qui s'est intéressé à la philosophie du transhumanisme. Donc les philosophes s'intéressent au transhumanisme comme une position particulière d'idées qui peuvent confronter à d'autres positions. Moi, je m'y suis intéressé parce que j'étais interpellé en tant que médecin et chercheur par la version biologique et médicale que j'entendais de ce mot, la traduction biologique et médicale. Donc, pour être un peu caricatural, donc ce mouvement, il est apparu, il surfe sur deux mythes ou rêves qui existent en gros depuis le début de l'humanité, le rêve de l'éternelle jeunesse et le rêve de l'immortalité. Mais le mouvement lui-même est apparu un peu avant la guerre, et puis il a été formalisé après la guerre. L'inventeur du mot transhumaniste, c'est Julian Huxley, qui est le frère de Aldous Huxley, qui par ailleurs a pas mal flirté avec l'eugénisme. Et donc à partir de là, il s'est développé dans le cadre d'un mouvement un peu de libéraux et de libertariens
en particulier en Californie, et qui remettent l'individu au centre du projet d'existence et qui progressivement, et ce mouvement s'est donc développé, si j'ose dire, d'abord à petit feu, et il a pris de l'ampleur pour des raisons multiples, en se fondant sur une idée simple, la convergence des technologies NBIC, c'est-à-dire N pour nanotechnologie, les technologies de l'infiniment petit, B, les progrès de la biologie, I, l'informatique et l'intelligence artificielle, C, les progrès sur la cognition. Donc la convergence au même moment de cet ensemble de projets devait permettre de faire un espèce de saut qualitatif au point que les papes du transhumanisme ont même donné des dates comme par exemple 2040, selon l'idée de Ray Kurzweil, qui est en gros, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas, circuler, il n'y a plus rien à voir à partir de 2040 pour les médecins, c'est-à-dire que les affections sont guéries, les maladies liées à l'âge deviennent rapidement un lointain souvenir, et donc les êtres vivent beaucoup plus longtemps, en bonne santé, avec d'ailleurs une espérance de vie en bonne santé qui varie suivant les zélotes, ou suivant les propagandistes, ou même parfois d'un moment à l'autre avec les propagandistes les moins sérieux, puisqu'il est arrivé à certains de dire « la petite fille qui va vivre 300 ans est dans cette salle », et un mois après, l'homme qui va vivre 1000 ans est dans cette salle. Vous voyez à qui je fais allusion? Pour ne pas citer toujours son nom. Non, non, la personne qui a dit ça. Oui, et donc vous voyez, on allait... alors là, on était dans une... C'est un peu caricatural tout ce que je dis, mais on était dans une approche d'un humain qui reste vivant et un être de chair. Le transhumanisme s'adresse à un être qui n'est pas dématérialisé, même si dans les techniques qui seraient utilisées, on va y revenir, pour réaliser ce rêve d'éternelle jeunesse, ou en tout cas de vie stabilisée en bonne santé le plus longtemps possible, cet humain de chair, il serait même possible plus tard de le remplacer, et c'est la suite du transhumanisme, c'est le post-humanisme, par un être humain dématérialisé, ou plus particulièrement l'idée qu'on pourrait, pour résumer ça, stocker le cerveau d'un individu dans une puce informatique. Et que finalement, stocker le cerveau d'un individu dans une puce informatique, c'est finalement garder l'essentiel de ce qui constitue l'humanité de quelqu'un, donc ce qui est... Vous voyez tout de suite qu'on peut discuter ce sujet, et on y reviendra. Et donc de créer finalement presque une post-humanité. Et alors évidemment, cette post-humanité s'adresse, et au début, vous savez que toutes les techniques coûtent cher avant que les coûts s'effondrent, donc évidemment, elle va peut-être créer une ségrégation entre ceux qui auront accès à la post-humanité et ceux qui ne pourront pas y arriver, au moins dans un premier temps. Donc voilà à peu près ce que représente, vu par moi, biologiste, médecin, neurobiologiste et spécialiste de l'approche médico-scientifique du vieillissement, ce que j'ai entendu du transhumanisme. Alors évidemment, mon agacement est né de deux choses. D'abord, moi je suis habitué à la méthode scientifique, c'est-à-dire, je pense que les idées, on a toujours le droit de se poser toutes les questions possibles. En tant que scientifique, c'est la liberté d'un scientifique de se poser des questions, c'est la liberté d'un être humain de se poser toutes les questions. Après, il faut savoir si c'est une question ou un projet qui relève, par exemple, de la science-fiction. Moi, j'ai beaucoup aimé Blade Runner, mais c'est pas pour ça que, quand je vois des replicants, je pense que les replicants sont à portée de la main. Ou bien si c'est un projet qui relève du territoire de la science et donc de la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, elle se fonde quand même sur l'idée qu'on a des hypothèses testables, éventuellement falsifiables,
qu'on se pose des questions qui sont de l'ordre de la démarche scientifique et de la rationalité, et qu'on procède avec doute, que parfois il y a des avancées importantes, puis ensuite on patauge, etc., etc. Donc, c'est-à-dire la méthode généralement admise de la recherche qui prend du temps et où finalement ce qu'un individu dans son parcours de vie éventuellement consacré à la recherche et à la médecine peut faire, c'est juste une petite brique d'un projet plus global qui va avancer. Et donc l'idée que dans la science et dans la médecine, et particulièrement pour le vieillissement, il y a une notion de temps long dans les recherches. Vous savez qu'actuellement, cette notion de temps long, on en parle beaucoup de manière plus générale dans la société, réhabiliter le temps long par rapport à une espèce d'accélération globale. Je crois qu'il y a un sociologue dont le nom m'échappe qui a écrit, comment ? Hartmut Rosa, je vous crois sur parole, qui a écrit un livre sur l'accélération, puis on en voit des symptômes, nous-mêmes on s'accélère un peu. Donc premier point, je me suis demandé, est-ce que ça relève, est-ce que les objets, puisque les objets d'étude sont les mêmes, c'est-à-dire l'être humain, les pathologies, la guérison des pathologies, c'est d'une certaine manière faire un être humain préservé, un homme préservé, c'est une classification un peu arbitraire, préservé au cours du temps, mais aussi un être humain réparé, et voir un être humain augmenté, c'est-à-dire acquérant des capacités grâce à cette convergence NBIC que les êtres humains n'avaient pas jusque-là, et ensuite, évidemment, le post-humain dématérialisé, une puce sur laquelle on reviendra. Et évidemment, je dois vous avouer que tout de suite, je me suis dit, c'est très intéressant, mais ce n'est pas de l'ordre de la science. Or, justement, toute l'ambiguïté, c'est que les propagateurs de ce message, d'une part, s'appuient sur les découvertes scientifiques, donc se les approprient d'une certaine manière, et en plus, considèrent que, c'est leur droit, on a toujours le droit de, considèrent qu'il va y avoir une espèce d'accélération extraordinaire, puisque, comme je vous le dis, en gros, en 2040, ma fonction ou celle de mes pareils sera réduite à peu de choses, et on aura réglé un certain nombre de problèmes fondamentaux qui sont le problème du maintien en bonne santé, voire de ce qu'on appelle du mot anglais la rejuvenation, c'est-à-dire le rajeunissement, et aussi d'une espérance de vie qui s'allonge. Alors, il est évident que l'espérance de vie, on n'a pas attendu les transhumanistes pour savoir qu'elle s'est allongée au cours des siècles qui se sont déroulés. Il y a eu d'abord des raisons évidentes, c'est-à-dire la baisse drastique de la mortalité infantile. Donc la baisse drastique de la mortalité infantile, mathématiquement, fait augmenter l'espérance de vie moyenne. Mais ensuite, l'espérance de vie a encore continué à augmenter. Vous avez sûrement entendu toutes ces phrases, un trimestre tous les ans, pour l'espérance de vie. Je ne parle pas de l'espérance de vie en bonne santé, hein. C'est l'espérance de vie moyenne d'une population. Cette espérance de vie augmente d'un trimestre tous les ans. Elle est plus importante chez les femmes que chez les hommes, de plusieurs années d'ailleurs. La France se situe assez bien dans cette compétition, si j'ose dire, puisqu'on peut prendre des indicateurs comme le nombre de centenaires, etc. Et après le Japon, la France est un des pays où l'espérance de vie est l'une des plus allongées. Alors, donc, il y a un phénomène réel, ce qu'on a appelé une révolution démographique silencieuse, qui est l'allongement de l'espérance de vie moyenne dans l'humanité, avec des discordances suivant les pays, évidemment, les pays. Mais cet allongement touche aussi des pays qui étaient classiquement considérés comme en voie de développement, comme par exemple la Chine, et dont on doit dire maintenant que ce sont des pays développés. Et évidemment, là-bas, ça bouleverse un modèle social qui était fondé sur le fait que les enfants s'occupaient des parents à domicile. Comme maintenant, il y a des migrations des enfants liées au travail, on retrouve des personnes âgées isolées, et ce qui d'ailleurs fait le succès
même d'entreprises françaises qui font des cliniques, des EHPAD, on va dire, pour employer un mot, en Chine, comme le groupe Orpea Clinéa est tout à fait légitime d'aborder ce marché, comme on dit. Donc voilà un peu le cadre. Et moi, j'ai tout de suite été, pour être gentil, sceptique. C'est-à-dire, j'ai demandé où sont les données, where are the data, comme disent les anglo-saxons, qui prouvent ou qui démontrent ou qui laissent espérer ces choses-là. D'autant que, en face, et ça c'est mon expérience personnelle, en face, qu'est-ce qu'on voyait? On voit quand même une explosion des connaissances, par exemple en biologie. Le mot explosion pouvant recouvrir des choses quantitatives assez vagues, mais il est certain, et je peux en témoigner par exemple sur 40 ans de recherche sur le cerveau, que l'état des connaissances quand j'ai commencé mon DEA, comme on disait à l'époque, et l'état des connaissances au moment où je termine ma carrière, a indubitablement varié. Et en particulier pour le cerveau, qui est considéré comme l'organe, la nouvelle frontière, l'organe le plus compliqué, etc. Il y a eu une explosion des connaissances. Mais ce qu'il n'y a pas eu, en général, sur le vieillissement, mais aussi particulièrement sur le vieillissement du cerveau, c'est les retombées thérapeutiques, c'est-à-dire la translation qui fait qu'à partir d'un certain nombre de connaissances, des traitements, des nouveaux traitements sont développés. Et je vais vous montrer une ou deux diapos, pas sur ce sujet exactement, mais simplement pour vous montrer, alors c'est quel, c'est ça c'est mon livre, on fait passer. Donc là ça vous rappelle un peu le changement de la pyramide d'espérance de vie de la population. Donc c'est l'âge en année, les tranches d'âge. Vous voyez qu'on passe d'une espérance de vie qui s'affine beaucoup en 1950 à une espérance de vie où il y a de plusieurs milliers de centenaires en 2050. Et avec notre gloire nationale, Madame Calment, qui est l'objet d'ailleurs d'une contestation actuellement. Il y a une controverse sur les 122 ans et quelques de Madame Calment. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce qui est sûr, c'est quand même que ça ne remet pas en cause les chiffres globaux et qu'il y a des gens qui ont, par exemple, il y a des doyennes de l'humanité qui ont 117, 118 ans, attestés par des éléments d'état civil, etc. Donc, je crois que c'est, je ne sais pas, cette controverse, évidemment, elle est gênante si quelqu'un, pour employer un mot, truandé les résultats, ou si c'est la famille qui a, puisqu'on dit que la fille a pris la place de la mère, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas tout à fait suivi, mais il n'empêche que, par exemple, il va y avoir en 2050 à peu près 80 000 centenaires en France. Vous voyez, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une révolution démographique silencieuse. Et étudier, et qui change quand même, enfin silencieuse, une révolution démographique qui impacte la société. Et cette diapositive, simplement pour dire que j'ai bien conscience que, en m'intéressant au vieillissement de la population et en m'y intéressant sous l'angle vraiment des individus et sous l'angle de la physiopathologie, de la génétique et de la biologie, je ne suis qu'un élément d'une étude qui, par définition, doit être pluridisciplinaire. Ces changements ont des conséquences sur les politiques publiques, voire même sur des aspects philosophiques, justement, de la finitude ou pas. Et donc, il y a les études qui commencent à se développer sur le vieillissement, sur la recherche et l'étude du vieillissement, sont par essence pluridisciplinaires, transdisciplinaires, et ne se limitent pas à la médecine et à la biologie, mais à toute une série d'éléments qui sont schématiquement représentés ici. Et alors, je voulais quand même vous donner une idée de, pour un médecin, qu'est-ce que c'est que le vieillissement. Alors, on peut l'étudier à deux niveaux. Je suis désolé, les diapos sont en anglais, parce que j'étais paresseux et malade, sauvé par ma maladie. Donc, si on représente, par exemple, une fonction, vous voyez là, il y a marqué « functional capacity », je ne
sais pas, une fonction, la capacité de courir ou de marcher, etc. Et si on représente le temps, parce que finalement, qu'est-ce que c'est le vieillissement? C'est l'effet du temps. C'est très simple. Vous voyez qu'au cours du développement de l'adolescence, on acquiert un certain niveau de capacité qui vont culminer, un niveau de performance, et puis généralement, dans la plupart des gens, il y a quand même un certain déclin de toutes les fonctions. Je ne cours pas le 5 km comme, d'ailleurs je ne cours pas plus que 5 km maintenant, et je ne le cours pas comme je le courais quand j'étais jeune. Donc il y a un certain déclin. Et ce déclin, il peut être influencé, là il y a une droite, mais ce qui caractérise le vieillissement quand on s'intéresse à une performance, c'est que souvent les gens ont des performances assez proches lorsque ce sont des jeunes adultes, et ce qu'introduit l'effet du temps, c'est de la variabilité interindividuelle. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, si je prends un autre critère qui est apprendre à naviguer dans l'espace, il y a des gens qui qui apprennent, qui se débrouillent très bien pour naviguer dans l'espace, comme s'ils avaient une carte cérébrale, comme une carte du métro, etc., qui gardent ces capacités à 90 ans, et d'autres qui ont décliné. Donc il y a une variabilité interindividuelle qu'on peut corréler à, d'une part, des prédispositions génétiques, et aussi à une expérience de vie. C'est-à-dire que pour des médecins, le vieillissement, si j'ose dire, pour paraphraser, je crois, je ne sais plus si c'est Clémenceau, c'est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse uniquement aux gériatres. Parce que les gériatres, par construction, ne voient les gens qu'à partir de 65 ans, c'est-à-dire au bout du processus. La vision moderne du vieillissement, c'est un parcours de vie dans lequel il y a un certain nombre de phénomènes qui se déroulent, parfois même, y compris dans la période périnatale, donc vous voyez très très tôt, vont influencer l'état du sujet plus âgé. Bon, on ne va pas... Et donc, vous voyez qu'on peut définir un vieillissement normal, et puis un vieillissement en santé, healthy aging, que les Canadiens français appellent un vieillissement enchanté, pas mal. Et puis, évidemment, il y a des gens chez qui la courbe de performance se casse brutalement, et c'est généralement lorsque ce processus s'associe à une maladie. Ce qui me permet de vous dire que le vieillissement, pour moi, n'est pas une maladie, c'est un processus, c'est-à-dire c'est l'effet du temps, et les maladies sont, dans la définition habituelle, des affections qui ont des causes premières, qui vont s'exercer sur telle ou telle fonction, tel ou tel organe, un ou plusieurs organes, et en termes de fonction, l'arrivée d'une maladie va entraîner une évolution ensuite. D'abord, la fréquence de ces maladies augmente avec l'âge, et on en reparlera, et d'autre part, la présence d'une maladie va entraîner ce qu'on appelle généralement une perte d'autonomie, qui est caractérisée ici par la représentation de quelqu'un sur un fauteuil. Et ce que peut faire le médecin ou le biologiste ou le chercheur, c'est espérer inverser ou empêcher cette évolution lorsque se combine l'effet du temps et l'effet d'éventuelles maladies dans tel ou tel organe. Donc ça, c'est évidemment très simple comme représentation. Et juste ces deux petits encarts pour vous dire que la recherche sur le vieillissement, je parle de la recherche scientifique, là j'ai fait un petit écart par rapport au transhumanisme. La recherche sur le vieillissement, elle passe bien sûr par l'étude chez l'homme, mais elle passe aussi par ce qu'on a appelé des systèmes modèles, qui sont des systèmes extraordinairement simples, puisque vous voyez représenter la mouche drosophile, un ver qui s'appelle C. elegans, vous voyez même la levure, et vous voyez la souris qui est un mammifère, qui est quand même un peu éloigné de l'homme, en termes en tout cas de phénotype, parce que finalement il a quand même le même nombre de gènes que l'être humain. Et donc ces systèmes ont chacun des avantages particuliers qui font qu'ils ont été des extraordinaires outils pour commencer à comprendre au niveau cellulaire et moléculaire le processus du vieillissement. Et une caractéristique du vieillissement, c'est que c'est une science jeune, paradoxalement. C'est-à-dire que la biologie du vieillissement et ses conséquences en médecine ont été en retard très longtemps sur d'autres domaines de la biologie. Il y a des raisons sûrement scientifiques, il y a aussi des raisons
sociologique, c'est-à-dire l'idée d'une fatalité du vieillissement vécu comme une dégradation contre laquelle on ne peut rien, et que donc c'est pas la peine d'étudier. L'idée quand même que, je vais être un peu provocant, mais un petit garçon myopathe, ça fait plus pleurer dans les familles qu'un vieux incontinent, et dont il faut s'occuper. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des grosses difficultés à trouver des aidants et des personnels, des infirmières en gériatrie. Donc il y a beaucoup de raisons, y compris non scientifiques, qui font que la recherche sur le vieillissement a longtemps patiné. Aussi, c'est une recherche qui nécessite du temps, par définition, parce qu'il faut laisser vieillir les gens. Et pour vous donner juste un exemple, bon, il y a de multiples mécanismes, et donc elle a explosé ces dernières années, mais pour vous dire que c'est une science jeune, il y a des gènes qui sont impliqués dans le contrôle du vieillissement dans une espèce donnée. Je ne parle pas des différences entre les espèces, les tortues de Galapagos, 200 ans, l'homme 100 ans, la souris, 3 semaines, c'est élégance 20 jours. La souris, 1 an et demi, et c'est élégance 20 jours. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est avantageux d'utiliser les animaux à production rapide. Mais donc, à la variabilité interindividuelle, il y a des gènes qui sous-tendent ça, qu'on appelle des gérontogènes, et le premier de ces gènes a été trouvé en 1992, donc c'est pas si lointain. C'est chez C. elegans par une américaine qui s'appelle Cynthia McKenna. Donc, une recherche tardive qui peut peut-être expliquer aussi ce retard, le terreau fertile pour des idées. Si vous combinez la recherche tardive, le très peu de conséquences thérapeutiques, les conditions sociologiques qui sont de l'idée que c'est un destin irréversible et qu'on ne peut rien faire, qui ont été intégrés par les populations dans l'histoire de l'humanité, et donc l'idée que l'éternelle jeunesse et l'immortalité sont des rêves qui viennent permettre de compenser et de rêver tout en sachant que ça n'est qu'un rêve, pendant longtemps. Donc je dis que ces idées-là peuvent expliquer pourquoi le transhumanisme, en tant que mouvement d'idées, a pu séduire, parce qu'il a renversé la vapeur en disant non. Enfin, il a pris une place dans le discours social en disant non, c'est pas irréversible, on peut continuer. Simplement, en prenant cette place, si j'ose dire, il a un peu exagéré dans l'autre sens, en considérant que tout serait réglé très rapidement et qu'on pouvait, d'une certaine manière, s'affranchir de la lenteur de la recherche biomédicale. Voilà, donc ça c'est un point. Et il n'empêche que ce mouvement a prospéré, et il a prospéré... alors, je vais être caricatural, il y a deux transhumanismes, le hard et le soft. C'est comme dans d'autres domaines. Donc le transhumanisme hard, il est représenté par ses fondateurs au niveau qui viennent souvent de la Silicon Valley, et c'est pas par hasard qu'ils viennent de la Silicon Valley, parce qu'ils ont été très très bons pour obtenir des moyens colossaux en séduisant des moguls multimilliardaires. Et c'est assez compréhensible, parce que quand on est déjà ultra riche et qu'on a tout réussi en peu de temps, à tort ou à raison, qu'est-ce qui reste comme obstacle? La finitude et la dégradation. Donc ils ont appuyé là où ça faisait mal, et il y a des gens qui ont été... Et c'est comme ça que Ray Kurzweil, celui qui prédit qu'en 2040, il va y avoir un moment, il a pris un nom qui est inspiré de l'informatique, c'est-à-dire un point de singularité, c'est le moment où l'intelligence artificielle, je vais y revenir, va dépasser l'intelligence humaine. Donc Ray Kurzweil a une position assez importante chez Google, par exemple. Donc ils ont fait, si j'étais un militant politique ancien, je dirais ils ont fait de l'entrisme. Ray Kurzweil est chez Google, et il y a Serge Brin, qui est un des fondateurs de Google, reprend des phrases du genre on va vaincre, on va rester éternellement jeune, etc. Alors, donc, ils ont réussi à obtenir de l'argent par ce biais, et pas uniquement peut-être par ce biais, parce qu'ils ont extrêmement bien vendu ce que certains appellent l'économie des promesses, economy of promise, c'est-à-dire au nom d'un futur dont
on a envie de croire qu'il est plausible, et dont sans vérifier d'une certaine manière, les gens qui ont les moyens mettent de l'argent. Donc ça c'est un autre point qui est important, c'est la manière dont ces transhumanistes... Alors ce sont eux qui sont les plus hard, c'est-à-dire ce sont eux qui ont développé le post-humanisme, on y reviendra, cette idée qu'on peut télécharger le cerveau humain dans une puce, et que c'est équivalent à vivre quasiment. Et après il y a eu des variantes plus soft européennes, des Européens, et particulièrement françaises. Il y a une association transhumaniste qui s'appelle Technoprog, qui est franco-belge, et qui, d'une certaine manière, veut se démarquer des excès des transhumanistes initiaux, parce que parmi ces excès, il y a par exemple une start-up qui s'est créée pour... Vous voyez, on reprend les vieux mythes pour ressusciter des individus morts, vous voyez, en disant qu'avec les cellules souches, enfin on va y revenir, on peut réaliser ce genre de choses. Il y a eu une effloraison, c'est comme si le discours de la raison s'effaçait un petit peu au nom finalement d'un rêve, mais ce qui est gênant, c'est pas qu'on rêve ou qu'on fasse de la fiction, c'est que ce rêve utilise et infiltre les milieux de la méthode scientifique en oubliant les règles de la méthode scientifique, enfin, vu par moi en tout cas. Et donc, et particulièrement par exemple pour le cerveau. Donc, je vais juste donner quelques exemples. Depuis 80 ans, je vais être un peu provocateur, bon, vous savez qu'il y a des maladies qui sont les maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique par exemple, d'autres démences, la démence frontotemporale, etc. Contrairement à ce que vous pourriez croire, je dis qu'il n'y a pas eu de progrès majeur dans le traitement de ces maladies depuis 80 ans. La maladie de Parkinson, alors vous allez me répondre, mais non, la maladie de Parkinson. Mais la maladie de Parkinson, on ne sait toujours pas exactement l'ensemble des causes, simplement on a trouvé un traitement qui est de supplémenter en mettant de la L-Dopa, qui remplace un des déficits les plus évidents, qui est celui de la dopamine, et qui est responsable de ces mouvements anormaux. Sauf que le traitement chronique par la L-Dopa a des effets secondaires terribles, qu'on appelle les dyskinésies L-Dopa induites, les gens sont comme ça, et c'est presque parfois plus pénible que la maladie elle-même, qui se traduit par la rigidité, de la kinésie et du tremblement, etc. Donc ça, après, vous allez me répondre, mais il y a eu des énormes progrès, puisqu'il y a les stimulations intracérébrales profondes, et c'est vrai, elles ont été trouvées, en particulier, pas uniquement en France, mais grâce à des chercheurs français, des médecins français. Mais en gros, il y a 150 000 Parkinson par an, et il y a 1200 implantations. Donc on voit là, quand même, le contraste entre... pour des tas de raisons, il y a des gens qui ne sont pas éligibles, c'est quand même 7 heures d'opération, en plus ça nécessite un environnement, y compris psychologique, après très important, etc. La sclérose latérale amyotrophique, tout le monde meurt toujours, en gros, en 4 ans. C'est une dégénérescence des motoneurones qui affecte massivement l'ensemble du corps. On meurt en 4 ou 5 ans. Donc il y a eu quelques progrès dans la sclérose en plaques, et encore une fois, ils ne sont pas venus des neurobiologistes, ils sont venus des immunologistes, qui, grâce à des études sur l'inflammation, etc. Mais tant mieux, il y a eu des progrès. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'idée que l'explosion des connaissances se traduit par des résultats thérapeutiques, cette idée, en ce qui concerne le cerveau, qui est finalement l'organe dont j'ai le plaisir de penser qu'il est un des plus compliqués, mais c'est vrai aussi pour d'autres organes, l'explosion des connaissances n'a pas eu ses retombées. Et ce n'est pas vrai pour tous les organes, il y a eu quand même des progrès dans la thérapeutique, mais par exemple le cerveau, force est de constater, comme disait l'autre, qu'il y a beaucoup moins de retombées que ce qu'on pensait. Et last but not the least, la maladie d'Alzheimer, il n'y a actuellement aucun traitement. Et il faut savoir aussi que dans ces maladies chroniques, parce que au XXe siècle, on avait une médecine qui était une médecine d'organes,
c'est-à-dire on a un organe malade, et il y a des néphrologues, des cardiologues, des neurologues, etc., et des maladies plutôt aiguës. Et au XXIe siècle, on passe dans des maladies plutôt chroniques, vu le vieillissement de la population. Et d'ailleurs, il y a eu une étude épidémiologique qui a été faite, c'était en Écosse, sur 2 millions de personnes. En gros, vous pouvez retenir que 60% des gens de plus de 60 ans avaient 2 à 3 maladies chroniques. Ça ne veut pas dire forcément des maladies graves, on peut avoir de l'arthrose qui ne va pas vous tuer, mais c'est quand même... Et donc, la deuxième chose qui caractérise les maladies liées au vieillissement, c'est ce qu'on appelle les comorbidités ou la polypathologie. Les gens ont plusieurs maladies, et donc c'est beaucoup plus dur à traiter, et aussi, ce sont des maladies d'évolution lente, ce qui veut dire que si vous trouvez par chance un traitement, une molécule candidate pour être un traitement, eh bien, le temps pour démontrer l'efficacité de cette molécule sera beaucoup plus long sur une maladie chronique. Et c'est ce qui fait, et par exemple la maladie d'Alzheimer en est un exemple, c'est assez, pour l'instant il n'y a aucun traitement efficace. S'il y avait un traitement efficace, si un autre traitement apparaissait, vous savez que c'est extrêmement codé, et c'est là aussi que réapparaît le temps long. C'est-à-dire que pour trouver un médicament, même quand on a des bases de recherche qui ont permis de penser qu'on avait une approche ou une hypothèse, et si on trouve une molécule dont on espère qu'elle va être un traitement, dans le système nerveux par exemple, il y a des phases réglementaires. Il faut d'abord faire du préclinique sur des modèles animaux, ensuite il faut démontrer la non-toxicité de la molécule, sa pharmacologie, etc. Ça veut dire que ça peut prendre 15 à 20 ans. Et on ne sait jamais jusqu'au bout, ça peut prendre un peu moins de temps parfois, mais on ne sait jamais jusqu'au bout si on ne va pas terminer par un échec. Ça se déroule en phases, la phase 1, la phase 2A, la phase 2B, la phase 3. Une phase 3 dans des maladies courantes, c'est-à-dire un essai d'un médicament sur des groupes, et en plus parfois il faut démontrer que ce médicament est plus efficace que le médicament existant. Ça représente entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Le coût donc par exemple Pfizer a quitté le domaine des maladies neurodégénératives. On ne sait pas pourquoi. Il y a un vrai blocage pour l'instant dans le cerveau, dans les applications thérapeutiques. Est-ce que c'est parce que finalement, contrairement à ce qu'on pense ou ce que mettent en avant les transhumanistes, certes il y a eu une augmentation des connaissances, mais peut-être qu'on est passé de... Mais ce qui est important, c'est à quel seuil de connaissances il faut arriver pour trouver des traitements, si tant est que ce soit aussi corrélé. Si on est passé d'être à 5% alors qu'il faut être à 30 et qu'on est monté à 10, en 20 ans, il faut du temps pour augmenter. L'explosion n'est pas si brutale que ça. Donc, ce contraste entre une expérience, mais pas une seule expérience personnelle, une expérience de la littérature, une expérience des résultats dans le monde, de blocage dans les thérapeutiques, et alors que les connaissances progressent, de blocage dans les retombées thérapeutiques, et des gens qui en face vous disent, qui vous remettent en cause d'une certaine manière, en vous disant t'es pas dans le coup, coco. Alors, et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est finalement quel est ce que les anglo-saxons appellent l'added value, la valeur ajoutée de cette approche par rapport à l'approche de la biologie et de la médecine classique, fondée, ce qu'on appelle evidence-based medicine, la médecine fondée sur la preuve, que je vous ai un peu décrit, qui prend du temps, etc. Quel est finalement, qu'apporte ce mouvement transhumaniste par rapport à ça? Vous voyez, je ne parle pas des aspects philosophiques, etc. Pour moi, je n'ai pas vu d'added value, mais peut-être que quelqu'un pourra me la montrer. Après, encore plus, on va dire, atypique, pour ne pas dire délirant, c'est l'idée du téléchargement du cerveau dans une puce. Alors, vous savez que l'intelligence artificielle, et ça c'est une réalité, fait des progrès constants. Elle est partout, on vous en parle dans tous les journaux. Laurent Alexandre a fait un livre qui s'appelle La guerre des intelligences. Et d'ailleurs, il n'est pas idiot, Laurent Alexandre. Et donc il y a cette idée, c'est que l'intelligence artificielle, et ça c'est vrai, envahit tous les territoires de la technologie, les objets connectés, etc. Et donc aussi l'idée que
alors, avant de parler du cerveau téléchargé dans une puce, on peut parler d'une étape intermédiaire qui est bionique, c'est-à-dire où on rajoute des implants cérébraux, où on additionne, c'est-à-dire qu'on complémente un cerveau lésé, voire un cerveau normal, par des dispositifs informatiques extérieurs ou implantés qui sont censés augmenter ou réparer le cerveau. Mais pour aller jusqu'au téléchargement, donc ça c'est quand même une rupture, puisque c'est la dématérialisation du corps humain, c'est l'idée que, d'abord que c'est faisable, et il me reste 5 minutes. D'accord. Donc, l'idée que c'est faisable, et cette idée, évidemment tout le monde dit, tu comprends, il y a eu tel progrès dans l'intelligence artificielle, vous entendez parler maintenant des réseaux de neurones formels, de l'apprentissage profond, de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que une force de gens qui font l'intelligence de l'informatique, c'est qu'ils ont utilisé des mots qui viennent du vivant en leur donnant un sens qui analogique, mais qui est très parlant, c'est-à-dire qu'on parle de réseau de neurones formels, mais un neurone formel, c'est juste de l'informatique qui fait quelque chose, qui ressent, qui est bio-inspiré par un neurone. Alors, il y a eu des progrès, puisque au départ, on modélisait un neurone, puis des réseaux de neurones, puis des couches de neurones formels, il faut toujours ajouter le mot formel, et que ces ensembles ont des capacités qui font, et parfois même mieux que l'homme, un certain nombre de tâches bien déterminées, la reconnaissance des figures, enfin toute une série de tâches dont vous avez entendu parler. Mais est-ce que c'est ça l'intelligence humaine? L'intelligence humaine, elle est très différente. Donc, est-ce que, déjà, il y a 2 points. Est-ce que l'intelligence artificielle va un jour dépasser l'intelligence humaine? Je ne sais pas, mais sûrement pas en 2040. Et je ne le crois pas en plus, parce que ça renvoie à des questions qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici, sur toute l'intelligence du subjectif, l'intelligence, ce n'est pas uniquement des capacités rationnelles et des capacités à faire des raisonnements. Et alors, pour revenir, je suis un peu diffluent, pour revenir au téléchargement, la plupart des gens disent tu penses que c'est impossible parce que tu mésestimes les progrès fantastiques que va faire l'intelligence artificielle. Mais moi je dis, l'obstacle n'est pas dans les limites de l'informatique. L'obstacle, il est dans le cerveau humain lui-même et dans notre méconnaissance d'un certain nombre de choses du cerveau. D'abord, télécharger quelque chose, même s'il est plastique et capable d'apprentissage, qui n'est pas alimenté par les organes des sens, c'est-à-dire poser un ordinateur sur un buffet et dire que c'est monsieur avec son pull rouge un peu plus tard, c'est quand même... c'est vous. Mais c'est quand même un saut un peu rapide. Et deuxièmement, le principal obstacle est biologique, parce que imaginons que ce soit possible. Ce qui est intéressant, c'est justement de télécharger le cerveau de madame qui est ici, ou du monsieur, ou de son voisin. C'est-à-dire de ne pas télécharger un cerveau générique, mais un cerveau singulier. C'est-à-dire un cerveau dans lequel est encodé le self, le soi d'un individu. Et par construction, pour l'instant, la science ne sait pas faire ça, parce que la science fait des groupes avec des moyennes et des écart-types, qu'elle compare à d'autres groupes, et elle ne sait quasiment rien dire sur la variabilité interindividuelle. Un peu en immunologie, c'est-à-dire les bases du soi immunologique ont été un peu décodées, mais les bases du... Il y a 2 acteurs dans la définition du soi, le système immunitaire et le cerveau. Et dans le cerveau, rien. Donc, l'obstacle est là, et cet obstacle, la biologie, pour l'instant, n'a même pas d'idée, je vais employer un mot qui est à la mode, disruptive, pour y arriver. Et alors, ça veut dire quel est le mot disruptif est très à la mode, des innovations disruptives, mais il a une certaine vérité. Par exemple, l'immunothérapie est une innovation disruptive. L'immunothérapie, c'est l'idée qui a valu le prix Nobel aux gens, que si on peut utiliser les cellules immunitaires d'un individu en les modifiant pour en faire des missiles qui vont tuer les cellules cancéreuses chez cet individu, par exemple quand on les réinjecte, ou par des anticorps, et uniquement les cellules cancéreuses. Cette idée, elle est maintenant établie, c'est vraiment un progrès scientifique, mais
Quand dans le journal du dimanche, il y a marqué en première page « Une révolution, l'immunothérapie des cancers », quelqu'un qui a un cancer se dit « Ça y est, j'y suis ». Donc c'est encore une fois cette accélération de l'information, alors que c'est sûr intellectuellement que l'immunothérapie représente un changement, en tout cas dans le traitement des cancers et aussi dans d'autres choses. Mais il n'empêche qu'elle ne s'applique qu'à certains cancers. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un exemple terrible, le cancer du poumon à petites cellules, qui est une vraie saloperie, qui tue les gens en moins d'1 an. Et ben, tous les anticorps de l'immunothérapie, tous les essais actuels d'immunothérapie ne marchent pas dans ce cancer, par exemple. De même que, bon, il y a des résultats spectaculaires, mais il y a cet effet du temps, c'est-à-dire que l'idée de ne plus prendre en compte le temps long, c'est-à-dire l'idée qu'entre le moment où une découverte est à peu près établie, qu'on a le sentiment que c'est une découverte importante, mais les retombées. Il y a eu un très beau discours de Dorothy Strickland, et ce n'est pas de la médecine, c'est de la physique, celle qui était l'élève du français qui a le prix Nobel de physique et qu'elle a eu avec lui, qui dit qu'il faut réhabiliter. Les applications même en physique prennent des fois des décades. Le laser pulsé, sur quoi elle a travaillé, c'est 20-30 ans après que les choses sortent. Donc, il y a une des critiques que je fais au transhumanisme, c'est la non-prise en considération de cette espèce de dimension. Finalement, la seule îlot de résistance à l'accélération, c'est le temps de la recherche, presque, parce qu'il est imprévisible, etc. Alors, je sais qu'il faut que j'aille vite. J'accélère, non? Mais en Italie, il y a un mouvement qui s'appelle le slow food. Moi j'adore, je suis mort. Donc, si on voulait revenir un peu au transhumanisme, il prétend s'attaquer à l'homme, et c'est une classification artificielle que je fais, l'homme préservé, c'est-à-dire quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de maladie, et qui on essaie d'obtenir qu'il soit le plus longtemps en bonne forme. Il n'est pas la peine d'inventer, les gens sont fascinés par des techniques nouvelles, ou par des choses. L'homme préservé, il y a des règles simples, je parle de quelqu'un qui n'a pas de maladie, c'est quand même, c'est toujours la même chose, le problème c'est l'observance de la chose, parce que c'est éliminer les bourreaux du cerveau ou du corps, c'est-à-dire le tabac, un peu trop d'alcool, le diabète, l'hypertension artérielle. Vous voyez, il n'y a rien de révolutionnaire. Les apnées du sommeil, voilà un nouveau facteur de risque qui monte énormément en puissance, parce que ça donne des baisses d'oxygène dans le sang répétées qui bousillent les cellules, etc. Donc, l'homme, il y a ça, il y a avoir des projets, faire de l'exercice physique, combien de fois c'est répété partout, mais ce qu'on sait maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on traite ces agents, par exemple non pharmacologiques, c'est-à-dire l'exercice physique, ont été étudiés comme des médicaments, c'est-à-dire en double aveugle, avec des cohortes, etc. Et donc il y a eu la démonstration rationnelle de l'effet, par exemple, de ce genre de choses. Donc l'homme préservé, si déjà on arrive à faire tout ça, c'est déjà pas mal. Alors après, est-ce que l'hominisation n'implique pas une tendance à la transgression? Il y a certaines personnes qui prétendent que l'hominisation s'est accompagnée de l'émergence d'une tendance à la transgression. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc l'homme augmenté, bon, moi j'ai rien en principe contre l'homme augmenté, mais après ça pose sûrement des problèmes philosophiques, mais je ne me place pas du côté de la philosophie et j'espère que d'autres personnes viendront me challenger sur. Mais actuellement, souvent les gens prennent les succès obtenus par la réparation très partielle d'un individu très handicapé comme un exemple d'homme augmenté. C'est pas ça l'homme augmenté. L'homme augmenté, c'est un être qui a une fonction à qui on donne la vision d'un Milan ou d'un vautour ou je sais pas quoi, ou d'un aigle plongeur, alors qu'il n'a pas cette vision-là. Donc on peut la donner par des appareils extérieurs. Le soldat actuel moderne, c'est presque un homme augmenté, mais avec des exosquelettes, des éléments. Après, il y a toute la biologie moderne, les cellules souches, la création de nouveaux tissus qui pourraient donner un homme augmenté. L'homme réparé, bon, il y a eu des magnifiques travaux d'un Français à Lausanne, Grégory Courtine, qui a fait tout un travail d'abord sur le rat, puis sur les paraplégiques, en montrant de manière très précise avec des simulations données qu'il arrivait à faire remarcher des paraplégiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire remarcher un paraplégique? D'abord, c'est 2 ans d'entraînement, et c'est des gens qui font quelques pas.
pour lui, pour la subjectivité de ce type, c'est formidable. Mais c'est très très loin de la marche. La réparation, c'est la restitutio ad integrum, pour employer un mot latin. Enfin, c'est le but latin. C'est pas que quelques personnes qui étaient dans un fauteuil, voire tétraplégiques. Donc c'est pour ça que il y a toujours une exagération du discours et chez les transhumanistes qui me donne envie d'être pessimiste. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au contraire de déclencher un optimisme béat, ça me donne envie de réintroduire un principe de réalité. Après, il y a, donc c'est des classifications que je fais complètement arbitraires, après il y a le post-humain, où je vous ai déjà dit ce que j'en pensais sur les obstacles, et le post-humain ouvre aussi sur une autre discussion qu'on n'a pas le temps de faire là maintenant, mais qui pourrait se faire après, c'est qu'est-ce que ça veut dire une post-humanité en termes de le choix de ceux, si c'était, mais rassurez-vous, il faudra du temps, on sera mort d'ici là. Qu'est-ce que ça veut dire le post-humain avec des individus cyborgs dans des ordinateurs, avec d'ailleurs des effets secondaires qu'on oublie, c'est un ordinateur, ça pompe une chaleur extraordinaire, on est obligé de les mettre à 2000 mètres sous terre, donc enfin voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc vous voyez un peu une idée de ce que je pense du transhumanisme, c'est-à-dire que je pense que ça n'a aucune valeur ajoutée et que moi je réhabilite, je ne sais plus qui disait, je ne sais plus quoi, hélas, une phrase comme ça, qu'est-ce qui nous reste, je ne sais plus, c'était un hélas, mais là, qu'est-ce qui nous reste? La médecine et la biologie, hélas, ou tant mieux. Et je voulais juste vous donner un exemple. Bon, alors, je voulais juste vous dire que la biologie du vieillissement a fait des progrès et que une caractéristique qui est inattendue de la biologie du vieillissement, c'est l'effet du temps, ou peut-être inattendue pour les gens, c'est que toutes les cellules, quelle que soit leur origine et tissu dont elles viennent, en gros, vieillissent à cause des mêmes mécanismes. C'est très simple, c'est une baisse des phénomènes protecteurs et une augmentation des phénomènes toxiques. Et ces phénomènes, il y en a toute une série de phénomènes élémentaires, bon, c'est lié la variabilité individuelle est liée aux effets, à des gènes, à des stresseurs, etc. Là, une représentation dans un papier de sel de tous ces phénomènes élémentaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire qu'il y a eu d'énormes progrès dans la compréhension au niveau cellulaire. Mais ça, c'est une analyse. Il faut remettre ça dans la cellule et émerge actuellement un concept qui s'appelle la résilience. Vous avez tous entendu parler de la résilience à cause de ce psychiatre bien connu, mais maintenant, on parle beaucoup de résilience cellulaire. Qu'est-ce que c'est la résilience cellulaire? C'est une cellule, quand ça fonctionne, elle reçoit tout le temps des stimulus, ça se rompt, c'est une cellule, et elle s'adapte par des réactions métaboliques, biochimiques, etc. Quand les stress cellulaires sont plus importants, elle adopte des voies qui étaient inattendues, ça s'appelle, c'est des mots de la compensation, mais derrière ces mots, il y a des mécanismes moléculaires, etc. Mais si vraiment on dépasse l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, si on a la cellule va décompenser de certaine manière, elle est à risque de décompensation, et ce qu'on appelle la résilience au stress d'une cellule, c'est tous les mécanismes qui lui permettent d'éviter cette décompensation. Et l'idée, c'est que, par exemple, lutter contre les maladies du vieillissement, c'est, par exemple, en augmentant, par des médicaments, par la technique, la résilience des tissus face à des stress qui seront inévitables ou qui vont rencontrer. Voilà, donc ça, c'est alors après, une dernière notion, j'ai encore une minute. Oh, une dernière notion. On vous parle de maladies dont la fréquence augmente avec l'âge. Mais qu'est-ce que... Et par ailleurs, je vous parle de l'effet du temps. Quel est le rapport entre ces deux choses? Alors que je vous ai dit que les maladies, elles avaient des causes particulières, qu'elles affectaient que tel ou tel organe et pas tous les organes, alors que le vieillissement, il affecte grosso modo de la même manière ou par les mêmes mécanismes élémentaires toutes les cellules, le myocarde, le cerveau, etc. Avec des variantes, mais... Pourquoi il y a des maladies dont la fréquence augmente avec l'âge? Quand on dit que la fréquence, c'est la fréquence au moment où elles atteignent les signes cliniques, parce qu'il y a des tas de choses qui se passent des fois 20 ans avant. Dans la maladie d'Alzheimer, on sait maintenant que les synapses sont atteintes 20 ans avant l'apparition des signes cliniques. Donc, eh bien, c'est parce que
quand une maladie affecte un organe, cette maladie, elle donne des anomalies, et ces anomalies, elles vont agir sur tous ces phénomènes élémentaires sur lesquels le vieillissement, le temps agit. Donc il y a une convergence, vous voyez, c'est-à-dire que le temps fait son œuvre, et la maladie fait son œuvre sur une région du corps. Et évidemment, elle fait son œuvre sur des cellules de plus en plus détériorées par le temps. Donc il y a une convergence, une espèce de voie finale commune. C'est pour ça que la fréquence de certaines maladies augmente avec l'âge, en tout cas c'est une hypothèse vraisemblable. C'est que finalement, il y a les mêmes mécanismes qui sont impliqués dans l'action des maladies, qui médient l'action des maladies, et les mécanismes qui médient l'action du temps. D'où l'idée qui est contre-habituelle dans la médecine, c'est que en comprenant la biologie fondamentale du vieillissement, on va agir sur des mécanismes qui permettront, peut-être trouver des molécules qui agissent sur des mécanismes qui permettront aussi de guérir des maladies. Puisque c'est on utilise les mêmes mécanismes élémentaires. Juste un exemple, la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une perte musculaire liée à l'âge, une fonte musculaire. Il y a une boîte française qui travaille sur la sarcopénie, c'est 50 millions de personnes. Hein, elle donne toute une série de phénomènes élémentaires, l'évolution spontanée, les fibres musculaires. Et la sarcopénie, ça donne une perte d'autonomie. Quand on pense perte d'autonomie, on pense toujours démence, mais si on est dans son fauteuil, c'est aussi une sacrée perte d'autonomie. Il y a une atrophie des fibres, il y a une atteinte des mitochondries, il y a de l'inflammation. Donc plusieurs choses. Et si on fait intervenir un médicament, un candidat à médicament, parce que c'est justement cette boîte qui est à Paris, a commencé à travailler en 2010 et espère amener ce médicament en 2023, vous voyez le temps, et bien cette molécule, dont je ne vous parlerai pas, agit sur la résilience des cellules et donc agit sur toute une série de mécanismes élémentaires. Y a-t-il besoin des transhumanistes pour tout ça? Ma réponse est non. Merci pour votre attention. Merci. J'avais peur que la sarcopénie ait un rapport avec Sarko, mais non, pas du tout. Ah mais alors, c'est dommage que tu m'aies dit ça, parce qu'il y a en biologie, en biochimie, un détergent qui est utilisé couramment pour diluer les tissus, ça s'appelle le sarcosyl. Voilà. Et je vous jure, c'est vrai, avec un Y, sarcosyl. Mais on le ressortira. Édouard, c'est à toi. Sur le gris. Merci. Ça va là, le micro? Merci beaucoup à Utopia pour l'invitation. Vous venez de dire tout à l'heure que vous n'avez rien en principe contre l'homme augmenté. C'est rapide. Hein. Moi, par principe, déjà, je suis contre l'homme augmenté. Est-ce que tu voulais faire un jeu de mots? Par principe, je suis contre l'homme augmenté. Si je voulais faire un jeu de mots, mais je vais revenir. Vous savez que vous pourriez faire le jeu de mots de Winston Churchill, tout contre. Non, pas tout contre. Très bien. Mais je remercie déjà Utopia pour l'invitation. C'est un peu dans la continuité de mon intervention à l'université d'été d'Utopia en septembre de l'année dernière, déjà en 2018, où j'avais animé une conférence sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Je présente rapidement notre travail à Sciences Critiques. Nous sommes un site d'information et de réflexion critique sur les sciences. Toute l'année dernière, donc toute l'année 2018, a été consacrée au thème du transhumanisme. Donc avec un grand dossier, avec 3 émissions de web radio qui faisaient le cœur du dossier, avec une première émission sur les origines du transhumanisme, une autre sur les laboratoires du transhumanisme, donc le transhumanisme en acte, quelles sont les avancées entre guillemets scientifiques dans les laboratoires, et une 3e émission consacrée aux résistances, pourquoi résister, comment résister au transhumanisme. En complément de ces 3 émissions, il y a eu de nombreuses tribunes de personnalités, dont Anne Lorbock, qui est médecin comme vous, qui est dans le champ de la neurochirurgie,
Cédric Sauvia aussi, qui est président de l'AFSIA, une association qui porte bien son nom, qui s'appelle l'Association française contre l'intelligence artificielle. J'ai également, dans le cadre du dossier, fait un grand entretien avec un collectif grenoblois qui s'appelle Pièces et main d'œuvre, PMO. Et à l'occasion de la sortie d'un de leurs livres qui s'appelle Le Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme. Et c'est un livre... Il faut dire qu'à Grenoble, il y a beaucoup de neurochirurgie, et c'est là où les stimulations du Parkinson. Effectivement, il y a Clinatech, clinique du cerveau, il y a aussi Minatech, il y a aussi... le Technopole de Grenoble est très actif, oui, dans le champ du développement scientifique. Donc ce livre de PMO est très intéressant. Donc tout est accessible bien sûr en ligne sur le site de Sciences Critiques. On peut toujours écouter les émissions et écouter nos contenus. Alors pour revenir au thème de ce soir et pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, l'imposture du transhumanisme, peut-être, oui, peut-être, bien sûr, coquille vide à boire. Vous dites quand vous êtes énervé, ça devient une coquille vide. Non, c'est l'inverse. Quand je suis énervé, c'est l'imposture, et quand je suis gentil... Quand vous êtes gentil, c'est une coquille vide. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les transhumanistes, même s'ils n'auront pas les moyens de leurs ambitions des développements futurs, l'activité dans les laboratoires et tous les développements technoscientifiques ont déjà des conséquences sur nous, sur nos vies. L'intelligence artificielle, l'expansion numérique, et on peut parler de fuite en avant technologique, et il y a déjà des dangers qui sont déjà à l'œuvre. Ça, c'est un premier point. Pour ma conception, en tout cas, du transhumanisme, le transhumanisme se base donc sur la création, comme vous l'avez dit, souhaitée d'un transhumain, d'un post-humain, avec deux versants qui sont à la fois tout ce qui est manipulation génétique, le génie génétique, on va dire, et un autre versant qui est l'hybridation de l'homme et de la machine. Et sur ces deux versants, on voit bien les filiations historiques. Tout ce qui est manipulation génétique, ça remonte donc à l'eugénisme. Et tout ce qui est hybridation homme-machine, ça remonte à la cybernétique. Donc tout ce qui est science du commandement, les automatismes, l'idée de tout diriger, donc d'avoir un corps à distance, cette conception qui est née au tournant du milieu du XXe siècle. Si j'avais plusieurs, c'est-à-dire si on doit critiquer cette imposture du transhumanisme, en tout cas critiquer le transhumanisme, il y a plusieurs degrés de critique qu'on peut avoir. La première critique, vous avez pas du tout, très peu parlé d'écologie. Il y a une critique qui est environnementale en premier, donc c'est supposer que ce soit une imposture, le transhumanisme et les développements. Il y a déjà l'énergie et les matières premières, donc les terres rares, les métaux. Tout le développement d'un appareillage technoscientifique nécessite de l'énergie, nécessite des matières premières, des terres rares, des métaux. Et nous sommes sur une planète finie et nous sommes en pleine accomplissement de multiples crises écologiques. Tout le monde est au courant. Ensuite, c'est le développement des NBIC, donc des nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives, implique des destructions écologiques. Même si toutes les NBIC ne vont pas forcément vers le transhumanisme, toutes ces technologies exponentielles impliquent déjà des destructions écologiques. Ça, c'est un premier point, c'est un premier degré de lecture de la critique environnementale, au sens juste de l'environnement. Je parlerai d'écologie plus tard, mais d'environnement. Ensuite, il y a une critique socio-économique. Vous avez parlé tout à l'heure des moguls, des très riches de la Silicon Valley, etc. Effectivement, dans la vision des transhumanistes, il y a une scission de l'humanité, puisque évidemment, ce sont les possédants, les libertariens, les ultra-riches qui pourront bénéficier, dans leurs rêves les plus fous, de toutes ces prothèses. Et voilà.
J'ai une petite phrase d'un cybernéticien anglais transhumaniste qui s'appelle Kevin Warwick, qui est assez connu, mais j'aimerais bien la relire. Il l'a écrit, c'est dans une interview en 2002. Donc ce monsieur, Kevin Warwick, dit « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » En 2014, ce monsieur récidive, entre guillemets, en disant « Les gens implantés, hybridés, domineront le monde. » Mais la question, et c'est là où j'arrive au troisième degré de critique, c'est de quel monde, justement, monde et l'autre degré de critique, c'est la critique sociopolitique. C'est-à-dire, même si c'était faisable, est-ce que c'est désirable? Même si c'était faisable, toutes ces évolutions folles technoscientifiques, non, ce n'est pas désirable et ce n'est pas souhaitable. En tout cas, c'est à mon sens. Et dans l'introduction, dans l'avant-propos de votre livre, vous parlez d'une volonté de toute puissance mégalomaniaque de ces géants de la Silicon Valley. Et c'est justement cette volonté de toute puissance qu'il faut, à mon avis, combattre. Enfin, combattre, oui, questionner, combattre, parce qu'elle nourrit, du coup, l'innovation, la croissance, et donc il faut arriver à remettre en cause ce dogme de la croissance, et avoir une vision systémique, globale, c'est-à-dire écologique, comprendre comment fonctionnent tous les équilibres de cette planète sur laquelle on vit. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps. Vu tout le temps que j'ai pris... Oui, il reste 7-8 minutes. 7 minutes. Tu as fait la moitié. Ok. Bon, il y a deux points que je voulais aborder. Après, je pourrais revenir aussi un peu sur votre... Si vous voulez, sur ce que vous avez... Oui, oui, on pourra discuter, mais et puis il y aura les questions surtout oui, du public aussi. Les deux points sur la recherche et sur la santé. Sur la recherche. Je pense que l'hyper-spécialisation de la recherche déresponsabilise les scientifiques. D'autres personnes pensent ça, l'association Sciences Citoyennes aussi, Jacques Testard. On voit qu'il y a un peu un problème dans le champ de la recherche. On pourrait qualifier ça aussi d'une forme de rhétorique de la tour d'ivoire, c'est-à-dire le scientifique développe une technique et est centré sur son champ de recherche, et après en gros les enjeux éthiques c'est à la société de voir, c'est aux autres de voir, etc. Et ça crée énormément de problèmes de ne pas avoir les enjeux globaux en tête, et elle a une vision vraiment écologique. Moi, ce qui suis de conviction écologiste, écologie elle est en moi, mais... Et à tour de bras, les applications dans les différents secteurs de la recherche développent. On fait de la recherche appliquée dans les nanotechnologies qui ont plein d'incidences sur la vie de nous tous, et pourtant elles sont très centrées, et du coup c'est un problème. Ça c'est un premier problème. Ensuite sur la santé, puisqu'on parle de santé, et vous avez parlé de longévité, etc. La santé est vraiment le cheval de Troie du transhumanisme. C'est la porte d'entrée, puisque qui pourrait dire j'ai pas envie d'être en bonne santé, je ne voudrais pas, voilà, qui ne veut pas quand même avoir des équilibres vitaux normaux. Et il y a un jeu très pervers et cynique et qui est très trouble, par exemple de la part d'une ancienne ministre, Geneviève Fioraso, qui a pu de Grenoble, oui effectivement, issue de Grenoble. Son mari dirige. Et son mari est également un scientifique, un responsable. Responsable ou irresponsable, je ne sais pas. Mais son petit surnom c'est Mademoiselle Dollar, donc ça indique un peu des choses sur cette dame. Et elle a déclaré, si on a un problème avec une contestation de certaines avancées technologiques, dans ce cas-là il faut faire venir le thème de la santé, faire venir des associations de patients, et puis après, quand voilà, les gens sont sensibles, on peut faire ces avancées. Ce qui est assez trouble et assez pervers. Mais bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Ensuite, sur la fonction du médecin, il y a aussi
Ivan Illich parlait de la non-neutralité de la médecine, que le médecin n'est pas directement neutre dans le némésis médical, puisqu'on assoit directement le pouvoir d'une personne qui s'érige en expert, en scientifique, en technicien, et donc il y a déjà une non-neutralité de la médecine. Voilà, c'est les deux points que je voulais soulever. Après, je pense que ça, on échangera avec la salle. Voilà, en gros, face aux multiples destructions écologiques qu'on est en train de subir et de constater, qui sont causées par le développement industriel, un développement industriel qui inclut également l'industrie pharmaceutique, qui est une des industries les plus puissantes au monde. Donc, et la plus profitable, c'est vrai, plus profitable que l'industrie bancaire. Il est nécessaire de remettre en cause non seulement le dogme de la croissance et de l'innovation tel qu'il est perpétué, et l'idéologie du progrès avec un grand P aussi, sachant que, moi c'est ma conviction en tant que journaliste et en tant qu'aussi homme tout simplement, qui suis actif aussi dans d'autres associations, c'est que le progrès technoscientifique n'est plus corrélé avec un progrès social et humain. Donc il faut donc savoir où on met le curseur, etc. Je peux réagir rapidement à 2-3 minutes, et puis après, surtout, c'est important que la salle ait la parole aussi. J'ai pris des notes pendant que vous parliez. Laurent, vous avez présenté Laurent Alexandre comme un journaliste, c'est plus qu'un journaliste. Laurent Alexandre, c'était un médecin qui est devenu un businessman, donc qui est vraiment le chantre du transhumanisme, qui tient des discours. Ouais, je ferai une petite remarque sur Laurent Alexandre. Oui, on pourrait en parler. Voilà, c'est quelqu'un qui a un certain poids et un très fort poids médiatique, même si on pourrait questionner ce qu'il y a derrière. Vous dites que vous avez dit que vous étiez sceptique face au transhumanisme. Moi, je dirais qu'on ne peut pas juste être sceptique face au transhumanisme, il faut avoir une position plus combative et plus dure face au transhumanisme. Je passe mes notes rapidement. Vous avez parlé de deux types de transhumanisme aussi, un transhumanisme hard et un transhumanisme soft. Il y a des petites phrases qui m'ont surpris. C'est compréhensible quand on est un ultra riche de devenir transhumaniste. Non, je ne me suis pas touché. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais... En gros, parce qu'on est encore à la fin de sa vie, quand on est ultra riche, il n'y a que la finitude et la dégradation. C'est pas de devenir transhumaniste, c'est d'utiliser, de croire. C'est de croire, de se faire entuber par les transhumanistes, si j'ose dire, et de payer le prix fort pour quelque chose qui de toute façon ne marchera pas. C'est compréhensible au sens où, je ne voulais pas dire que c'était justifiable, ce que je voulais dire c'était que quand on a déjà épuisé toutes les joies d'un modèle, alors qui n'est pas de la décroissance, mais qui est au contraire de l'hypercroissance et de l'hyperpouvoir, qu'est-ce qui reste dont on a l'impression qu'on ne le maîtrise pas, alors que ces gens pensent qu'ils sont capables de tout maîtriser, c'est la finitude de l'existence, c'est la maladie, et qui vous ramène à l'état, par exemple, si on a un cancer métastasé du pancréas, on devient une bête qui souffre, qu'on soit multimilliardaire ou qu'on soit... voilà, c'était juste... je ne disais pas que c'était compréhensible, c'est que c'était un désir, le dernier désir qui leur reste à peu près. Vous avez dit après un futur dont on a envie de croire qu'il est plausible. Après, on va faire un verbatim de vos propos, mais vous avez parlé aussi d'excès des transhumanistes initiaux. Moi, je pense que c'est bien plus que des excès. Leurs rêves sont complètement des délires technoscientifiques. Et en plus, comme ce ne sont pas des excès, il y a vraiment une alliance volontaire entre des ultra-riches et des idéologues. Donc des gens qui sont vraiment là pour développer leur société. Je pense à Google, il y a d'autres groupes, et des idéologues comme Ray Kurzweil qui, lui, mange entre 150 et 450 pilules par jour et se nourrit quasiment plus de nourriture réelle.
Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui croit en ces technoprophéties. Après, lui, il dit 2045 sur la singularité. Après, à 5 ans près, ça ne change pas grand-chose, puisqu'effectivement, c'est une technoprophétie. Et bon, du slow food, hein. Nous on est clairement du slow food, plutôt que d'équilibre. Ouais. Mais après, ben, voilà, s'il y avait une vraie, vous avez parlé de résilience tout à l'heure, pour moi, s'il y a une vraie résilience, parce que j'ai écrit ça, c'est la dernière lettre que j'ai prise, s'il y a une vraie résilience, c'est le respect des équilibres écologiques qui passe avant. Mais là, c'est un mot polysémique, moi j'ai employé un mot. Je sais, vous l'avez, résilience cellulaire, après vous avez dit résilience au tout début, mais après oui, après vous avez parlé de résilience cellulaire dans votre champ médical, bien sûr. Mais... Merci beaucoup, merci. On va rester en même temps qu'on prend les... Oui, ça va ou... Très bien. Alors on va passer le micro dans la salle, prendre quelques questions et on reviendra à la fin du livre. Bon, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Le deuxième intervenant, je trouve qu'effectivement, surtout on oublie le côté désastre écologique que ça implique. Parce qu'il y a un côté que je trouve que vous n'avez pas assez insisté là-dessus, c'est l'hyper-compétition que ça implique, quoi. Puisque les implications, enfin les délires témoentiels dans lesquels ils vont nécessitent des besoins tellement énormes qu'il y a une hyper-compétition entre les entreprises qui font que ça demande des quantités d'argent énormes et il y a besoin il y a des besoins qu'on devrait mettre dans d'autres choses que cette compétition qui va dans un sens de destruction à la fois monétaire, physique, de matériaux et tout. Enfin, c'est ce côté-là, surtout l'hyper-compétition entre les entreprises, il faudrait surtout insister sur ce point-là, quoi. Parce que bon, moi personnellement, moi je suis pour le transhumanisme, je suis pour qu'on soit la vie éternelle, tout ça, si c'était possible, et si on avait les moyens, et si tout le monde pouvait être au même niveau. S'il n'y avait pas des inégalités, si tout le monde pouvait y avoir accès, s'il y avait les moyens que tout le monde y arrive, je suis pour. Mais c'est complètement irréaliste, il n'y a pas les moyens, quoi. Il faut d'abord résoudre les problèmes écologiques de la planète avant de s'occuper de ça, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça dépend de ce qu'on appelle la condition humaine aussi. Hein. Est-ce que c'est souhaitable de devenir transhumaniste? Parce que déjà, respectons déjà notre condition humaine au départ. Hein, moi, c'est ma vision. Je propose qu'on joue là et qu'on prenne d'abord les questions de la salle et on en prend 3 ou 4 et puis ensuite on... Oui, j'entends souvent dans les présentations sur le transhumanisme, au niveau de l'histoire, que le terme aurait été inventé par Julian Huxley. Or, il est paru dans la revue Futurible, un article d'un historien qui s'appelle, je crois, Olivier Dard. Et Olivier Dard, c'est un spécialiste des mouvements d'idées dans les années 1930. Et Olivier Dard a trouvé dans les archives le nom du français, alors de mémoire, je crois qu'il s'appelle Monsieur Cournot. Et vers 1938, il a créé pour la première fois au monde le mot transhumanisme. Donc, en 1938. Parce qu'il y avait la machine de Cournot qui était la machine. Oui, non, mais c'est. Donc la référence, il faut voir la revue Futurible, parce que c'est paru récemment. Et je voudrais souligner l'extrême danger de la banalisation du transhumanisme, parce que par exemple, ça infecte totalement l'actuel musée de l'homme. Le musée de l'homme, autrefois, au Trocadéro, c'était un musée où on voyait tous les peuples du monde, notamment les ethnies traditionnelles. Et maintenant, l'actuel musée de l'homme, c'est un parcours sur la préhistoire qui est uniquement destiné, à la fin du parcours, à produire toute une exposition qui s'appelle « L'homme augmenté ». Et le dernier objet qu'on voit au musée de l'homme, c'est la machine à faire les bébés automatiquement. Donc on voit bien jusqu'où va se glisser le transhumanisme, et des célèbres préhistoriens ou paléoanthropologues, je pense à Yves Coppens et à Pascal Pic,
ils ont écrit récemment des livres entièrement en faveur du transhumanisme. Donc c'est très dangereux ce genre d'imaginaire qui est travaillé par les préhistoriens. Et la plus grande catastrophe, c'est le succès actuel en librairie d'un livre de quelqu'un que j'appelle un idiot. C'est monsieur Yuval Noah Harari, et c'est le livre Sapiens. Et le livre Sapiens a tellement bien marché que son éditeur lui a dit d'en faire un deuxième, qui est encore pire, qui s'appelle Homo Deus. Et il y a quelques mois, il en a publié un troisième qui s'appelle, je crois, 21 idées pour le 21e siècle. Mais Yuval Harari, c'est l'horreur absolue, quoi. C'est un espèce de grand récit soi-disant historique, comme quoi le transhumanisme est une fatalité. Donc on est vraiment devant un courant d'idées extrêmement toxique qui pousse au techno-optimisme et à une extrême naïveté. Je pense que c'est important de souligner tout ça. Moi je voudrais poser une question. Vous n'avez pas du tout parlé de l'aspect recherche scientifique sur le mécanisme du vieillissement. Vous n'avez jamais prononcé le mot télomère, par exemple. Non, parce que je vous montre l'image, je ne pouvais pas, j'étais bouffé par le temps d'abord, mais oui. C'est l'ensemble des mécanismes. C'est-à-dire que je vous ai indiqué globalement qu'il y avait une série de mécanismes qui affectaient toutes les catégories de cellules. Il y a l'inflammation, le raccourcissement des télomères, etc. Mais je n'ai pas pu rentrer dans les détails. Alors on va peut-être prendre, justement, continuer, peut-être vous pouvez répondre aux questions. Oui, alors, moi je voulais aussi répondre à mon voisin, parce que je suis à la fois globalement d'accord avec lui, mais est-ce que c'est pas trop d'honneur qu'on fait au transhumanisme? C'est-à-dire, on peut faire une critique écologique sans mettre en avant... Pourquoi est-ce qu'on... moi qui suis quand même plutôt... C'est un des rares livres qui a été écrit en France, en tout cas, contre le transhumanisme. C'est pour ça qu'il n'a pas marché, d'ailleurs. Mais ça, c'est pas important. Vous avez... c'est comme si le transhumanisme était à la racine de tous les maux que je vois dans la société. Mais j'ai entendu parler déjà de décroissance avant d'entendre parler de transhumanisme, par exemple. Pourquoi vous ramenez tout au transhumanisme comme le créateur de tous les maux de la Terre? Parce que c'est le thème de la conférence. Déjà, oui, c'est non, mais il y avait aussi certaines personnes aussi qui... J'ai l'impression que... Parce qu'il y a un effet pervers, c'est que si on charge le transhumanisme de tous les maux, on oublie que ces maux peuvent aussi exister, la pollution, etc., indépendamment du transhumanisme. Je sais pas, c'était juste une remarque assez naïve. Je n'ai pas l'impression d'avoir chargé le transhumanisme de tous les maux, mais je dis par contre qu'il pouvait masquer d'autres développements technoscientifiques. Et ça aussi, on le met... C'est un peu un effet chiffon rouge, on va dire. C'est comme si une technoprophétie, quelque chose qu'on met très haut, et du coup ça implique qu'on va prendre pour moins grave une fuite en avant technologique, une expansion numérique, la valse des objets connectés qu'on voit arriver, de la smart city avec tous ces aspects très déplorables, etc. C'est plus là-dessus. Mais non, je le charge pas, mais je vois que c'est une idéologie néfaste et nauséabonde, et donc je le dis clairement que c'est néfaste et nauséabonde, parce que c'est ce que je pense. Oui, non, mais vous avez, je suis pas très loin de penser la même chose, mais moi je pense plutôt que c'est, comme je l'ai dit, une coquille vide, au sens où je pense qu'il y a bien d'autres mots. Enfin, alors vous, c'est plutôt un cache, quoi. Que finalement la société, la Terre se dégrade par un certain nombre d'effets sur le monde. On va parler des déficits écologiques, etc. Mais est-ce que c'est pas dangereux de mettre tout ça sur le transhumanisme, au sens où si on met... Non, vous ne mettez pas tout ça sur le transhumanisme, vous dites que c'est un cache qui permet que ça avance masqué. Alors, mais en même temps, si les gens se focalisent sur le transhumanisme, ils vont peut-être supporter toutes les solutions. J'ai pas prononcé le mot de cache, j'ai dit que ça pouvait avoir un effet chiffon rouge. C'est-à-dire que c'est agiter une technoprophétie, donc vanter l'immortalité, comme vous l'avez dit, vanter, racoler toutes les pulsions primordiales chez l'homme, courir plus vite, voir la nuit, tout ce que développent dans
rêves les plus fous les transhumanistes, mais que ça implique que du coup de pousser, et comme c'est très médiatisé, ça implique de pousser ce discours avec du sensationnalisme, etc. Et du coup, on ne voit pas évoluer des choses qui avancent plus à bas bruit aussi à côté et qui elles aussi détruisent le monde, leurs évolutions dans les labos, mais effectivement les destructions écologiques. Voilà, je sais pas si c'est peut-être un peu plus clair. Parce que peut-être, en fait, moi, si je vous comprends bien, ce que vous avez dit, c'est qu'au fond, c'est une imposture parce que les temps de la recherche sont relativement longs, parce que les promesses, cette économie des promesses, ce seront des promesses pour l'essentiel non tenues, en tout cas non tenues à l'échelle qu'on connaît ici. Il n'empêche que les interventions qu'on a entendues ici disaient que quand bien même on ne connaîtrait pas ce qu'on nous promet là, le discours qui est développé autour de ça produit des effets, même si ces effets ne sont pas ceux que nous annonce le transhumanisme. Il y a voilà. Et donc finalement, comment est-ce que on peut dire que c'est une imposture, certes, il faut certainement la dénoncer, on peut certainement critiquer un certain nombre de ses ressorts, mais au fond, quel risque il y a aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, que cette médiatisation transhumaniste, que cet argent relativement, que ce pognon de dingue, pour reprendre, qui est mis dans le transhumanisme par un certain nombre d'entreprises, voilà, il y a tout ça qui produit des effets. Donc pour vous... Moi j'ai parlé dans ma zone de confort, j'ai fait une critique au nom de la science et de la médecine, et c'est déjà suffisant. J'ai pas... Mais en même temps, vous dites que vous êtes intéressé par l'immortalité. Comme disait Woody Allen, on lui prête le mot, l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Mais réfléchir à l'idée qu'il y a un monde dans lequel tout le monde serait éternel, ça a des conséquences très importantes, y compris sur le plan écologique. Pour moi, ça serait un monde idéal qu'on puisse avoir tout ça. Mais à condition d'avoir d'abord résolu les problèmes écologiques, c'est un premier point que je voudrais insister là-dessus. C'est après c'est en dernier lieu, si on avait les moyens. Et par ailleurs, ça impliquerait d'avoir vraiment des actions drastiques sur la démographie, par exemple, évidemment, parce que il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Il faudrait que tout le monde puisse y arriver avec les moyens qu'on a actuellement, c'est complètement irréaliste, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est un truc qui arriverait après avoir réussi à se régler d'autres problèmes. On va prendre quelques questions encore. Alors moi, je m'intéresse au sujet, mais je ne connais pas très bien le transhumanisme. Et en fait, j'ai pas très bien compris, quelque part, quelle était l'articulation entre ce mouvement, qui est une sorte de mouvement idéologique, qui raconte des histoires, et la recherche scientifique. Parce que vous nous dites que c'est déconnecté. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils se contentent de croire à des trucs, je veux bien finir, ils financent des recherches, ils promeuvent certaines recherches. Quand on dit qu'ils dépensent beaucoup d'argent, c'est de l'argent qui va où? Qui fait quoi? Est-ce que c'est par exemple des entreprises qui essaient de développer plutôt des applications à la recherche fondamentale? Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait clair tout ça. C'est-à-dire que, d'abord, comme vous avez dit, il y a des laboratoires transhumanistes, des laboratoires au sens de labos qui sont labellisés, enfin je parle de laboratoires transhumanistes, des labos qui sont labellisés par les organismes de recherche avec une évaluation quadriennale ou quinquennale maintenant, avec un système qui a peut-être ses défauts et qui a beaucoup de défauts, en particulier le sous-financement de la recherche, mais je ne vois pas de labos qui s'étiquettent transhumanistes, en tout cas ils sont transhumanistes sans le savoir, personne ne dit, parce que même Google, c'est compliqué, parce que je vous ai donné une version, je vous ai dit Google, il y a un type, il ramasse des tas de sociétés d'intelligence artificielle, etc. Mais en même temps, ils ont monté une société qui s'appelle Calico, mais qui n'est pas une société qui est un laboratoire de biologie, où ils ont recruté de très bons biologistes, et qui ne communiquent pas. C'est ça le paradoxe, parce que les transhumanistes communiquent beaucoup, communiquent beaucoup sur du vent, pour moi. Et je veux dire, il n'y a pas de résultats scientifiques qui sortent d'un laboratoire transhumaniste qui ait été évalué, on peut l'accepter ou pas l'accepter, suivant la méthodologie traditionnelle de la science, c'est-à-dire envoyé dans une revue qu'il envoie à des reviewers anonymes, etc. etc. Il y a la science pour moi,
et puis il y a des gens qui utilisent dans leur discours la science. Mais pour revenir à Google, Google à la fois a un des chefs du transhumanisme dans son groupe et finance un labo dans lequel il y a des très très bons biologistes du vieillissement qui publient dans ce genre de revue et qui ne parlent jamais à part publier, à part faire comme font tous les scientifiques, c'est-à-dire publier leurs résultats dans des revues avec le jugement des pairs. Donc c'est pour ça que c'est une boîte qui fait tout, qui en termes de rapport à la science et au vieillissement fait une approche que je considérerais comme normale, qui est après tout, l'ensemble du financement de la recherche et l'ensemble de la production de résultats ne vient pas forcément de la recherche étatique uniquement. Non, je sais, mais je vous dis, donc par exemple, Google est un paradoxe. Ils ont à la fois un département, bon, je connais même des gens qui sont dedans, ils étaient avant prof à la faculté, etc. Et en même temps, un histrion qui parle, qui dit, qui fait, alors peut-être qu'il y a des choses cachées que je ne connais pas, mais voilà. Et ils ne produisent pas beaucoup de résultats. S'il n'y a pas de laboratoire qui s'appelle directement laboratoire transhumaniste, en tout cas, effectivement, à Google, un Google X Lab, il y a des milliards qui sont engloutis dans des Calico, qui s'appelle la California Life Company, dont vous venez de parler. En tout cas, le projet Google X et la Singularity University qui est sur le campus de recherche de la NASA, donc sur le NASA Research Park, c'est vraiment ça a été créé déjà par Ray Kurzweil et Peter Diamandis, qui sont deux chantres du transhumaniste assumés et qui assument leur position transhumaniste. Et effectivement, il y a beaucoup de partenariats qui sont créés directement et des recherches qui sont effectivement parfois secrètes, parfois pas secrètes, mais il y a énormément d'argent qui engloutit et des recherches concrètes. Sur les nanos, sur la recherche pharmaceutique, la génétique aussi, Genentech qui est un gros groupe, et des lobbies bancaires aussi, il y a beaucoup de croisements, et voilà, il y a la Singularity University ouvre des chapitres, il y en a en France aussi, mais en tout cas le vrai pôle de recherche, lui, se situe là, et leur but c'est de promouvoir au maximum les technologies émergentes, de faire avancer, de pousser à fond l'innovation, sans se soucier de l'écologie et sans se soucier véritablement du bien-être des êtres humains. Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains le bouquin cité tout à l'heure de PMO que j'ai acheté, que j'ai lu. Bon. Mais ils ajoutent Facebook aussi, qui finance, ou tout au moins les patrons, les dirigeants, la société en elle-même, j'en sais rien, bon, c'est des trucs comptables. Bon. Il y a SpaceX aussi. Bon. Moi, c'est la question de population. À partir du moment où si on ne meurt plus, il ne faut plus faire d'enfants. Et c'est le rêve de Mélenchon, enfin pas de plus faire d'enfants, mais dans son discours, dans l'émission des paroles et des actes du 12 janvier 2012, il a rêvé à l'immortalité. Ce sera un grand progrès de l'humanité, que depuis le temps qu'elle en rêve, ce serait un truc extraordinaire de réaliser ça. Bon, une folie, quoi. Bon, je ne sais pas s'il est transhumaniste par ailleurs, sans doute pas, mais voilà, il parle sans réfléchir. Alors, la question, le vieillissement, quel qu'il soit, sans même aller jusqu'à l'immortalité, quelle est son importance dans l'augmentation, dans l'explosion démographique? Parce qu'on parle des jeunes, des gosses, que font les Africains, les ceci, cela, les Chinois, ce qu'on veut. Mais, bon, moi j'ai 77 ans, j'ai pas envie de mourir, mais quel est l'impact, mon impact, ou quel est l'impact des vieux dans l'explosion démographique? Merci. Bon, 20% peut-être, je sais pas. Alors, déjà merci beaucoup pour votre intervention. J'avais deux questions. La première a été posée quelques minutes avant, qui était de savoir le poids de ce brouhaha médiatique autour du transhumanisme sur vos travaux de recherche. Est-ce que finalement vous voyez que l'État, dans ses budgets et dans son orientation donnée à certains sujets, est-ce que vous voyez un poids peut-être de cet imaginaire sur ce qu'on vous donne et ce que vous voyez émerger au sein de la recherche universitaire? Là, vous m'avez plus ou moins répondu non, mais
vous pourrez peut-être y revenir. Il y a un deuxième point qui est là un peu en dehors de notre sujet, mais comme vous l'avez beaucoup martelé et qui me semble aussi très important à souligner, et j'aimerais avoir votre point de vue dessus, qui est celui de la longue durée de la science. Est-ce que il y a une longue durée qui est finalement très différente du temps médiatique, qui est un temps immédiat et qui est très sensationnaliste, comme on l'a dit il y a quelques minutes. J'aimerais savoir si cette longue durée, est-ce que vous la trouvez menacée ou pas? Est-ce que finalement elle arrive à se maintenir? Et est-ce que, comment on pourrait la réhabiliter, cette longue durée, si jamais, comme vous le dites, elle est plus ou moins remise en question? Voilà, les deux. Ce discours aussi, c'est un peu aussi le discours de Picard, qui a fait faire le tour du monde à des panneaux solaires. Et chapeau pour sa performance à lui, mais bon, il a dit quand même qu'il fallait toujours, c'était pour faire croire au progrès. Et le transhumanisme peut faire rêver aussi, quoi. C'est amusant parce qu'il y a un article qui apparaît dans Ça m'intéresse qui s'appelle « Faut-il croire au progrès ?» Alors là, il y a une dernière question, c'est ça? Merci beaucoup. Merci tout d'abord à vous. C'est une petite question. En fait, si j'ai bien compris, donc, le transhumanisme passe d'une médecine qui répare à une médecine qui améliore, qui augmente. Et je voulais savoir si vous, en tant que médecin, vous disiez parler depuis votre zone de confort, mais justement, est-ce que vous, en tant que médecin, vous accepteriez, si la situation devait se présenter, d'améliorer un être humain en sachant ou en imaginant, en supposant toutes les conséquences philosophiques que ça peut générer? Est-ce que, en gros, est-ce que la question philosophique n'est-elle pas aujourd'hui, dans ce contexte-là de transhumanisme, obligatoire ou soudée à la médecine, même si elle est neutre ou même si elle respecte juste son code de la médecine? Voilà. Je me permets de répondre. La question philosophique me paraît obligatoire, mais c'est un problème qui... on a tellement de problèmes plus urgents à régler, y compris dans le simple cadre de la médecine, sans aller jusqu'à la... D'ailleurs, il y a un des transhumanistes qui s'appelle Nick Bostrom, qui, dans les différents scénarios, on a prévu un qui est l'extinction de l'humanité. On pense toujours aux transhumanistes comme poussant... qui a dit qu'il y avait plusieurs scénarios, dont un dont je me suis presque demandé s'il ne pensait pas que c'était le plus probable, c'est l'extinction de l'humanité. Moi, je pense que ça risque d'être un scénario s'il n'y a pas de correction. Mais, donc, pour revenir, dans la pratique médicale, enfin, moi, évidemment, la question ne s'est jamais posée, puisque déjà, il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à faire sur des gens chez qui on aimerait tellement ne pas les augmenter, mais au moins les guérir d'une certaine manière d'une affection. Donc, je ne serais pas particulièrement tenté par ce rêve ou à être l'acteur de ça. Ça peut m'intéresser au point de vue intellectuel, sur une souris, de voir des choses, parce que c'est le plaisir de la recherche, de comprendre, etc. Par exemple, juste un exemple, parce qu'il faut quand même aussi parler du plaisir de la recherche. Il y a une très vieille expérience qui se faisait au début du siècle qui s'appelle la parabiose. La parabiose, ça consiste à mélanger les circulations de deux souris entre elles. C'est dur à faire, il faut faire de la microchirurgie, puis elles vivent collées comme ça. Et alors, il y a quelqu'un, donc c'est une expérience qui était un peu en désuétude, qui a été utilisée. Et il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a mélangé une souris jeune et une souris vieille, et les résultats sont absolument spectaculaires. La souris jeune vieillit, la souris vieille rajeunit à toute vitesse. Mais, donc ça, c'est juste parce que c'est un résultat, c'est comme les belles histoires de l'oncle Paul dans Spion. Mais depuis, évidemment, il y a eu toute une série d'analyses moléculaires qui ont été faites et qui confirment ces choses-là. Bon, mais ce n'était pas le sujet, mais c'est juste à dire aussi que la recherche, c'est quand même c'est quelque chose c'est une activité qui est dure au quotidien, mais qui fait plaisir quand même, de temps en temps. Et je ne sais plus la question de la personne qui était devant avec un t-shirt. Il y avait deux questions, mais j'ai oublié la première. La première, non, c'était finalement, elle reprenait un petit peu la question précédente, c'était de savoir si, finalement, comme on l'a dit, les transhumanistes ont beaucoup parlé, génèrent un brouhaha médiatique autour d'eux. Est-ce que finalement ces discours qui se répandent dans notre société ont déjà un poids sur le pilotage de la recherche? Mais le problème du pilotage de la recherche en France, c'est très simple, c'est qu'on va dans le mur lentement en déclinant, pour l'instant, en termes d'analyse quantitative des crédits.
Quand j'étais directeur scientifique adjoint au CNRS il y a quelques années, après on peut contester ou pas, mais dans la commission neurosciences, il y avait tous les ans 4 postes de chargé de recherche de première classe et 7 ou 8 postes de chargé de recherche de deuxième classe. Cette année, depuis cette année, l'année dernière, ils ont fusionné ces deux trucs et pour l'ensemble du corps, il y a 4 postes. Donc on est passé de 12 à 4, alors qu'on continue à former des thésards, etc. Les moyens, ça vous ne connaissez pas par cœur, la France est en train de décliner de manière vertigineuse alors qu'elle a un bon appareil de formation. Ça c'est général, mais par exemple sur l'IA, sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, on voit bien qu'en informatique, en tout cas, les moyens sont de plus en plus fléchés dans cette direction-là. Est-ce que c'est la même chose dans les domaines dont on parle ici, c'est-à-dire Ah non, moi je parle de vous lire dans la biologie des neurosciences, parce que le transhumanisme, pour moi, n'est pas une catégorie financière. Non, mais je suis d'accord. Bon, il y a beaucoup, enfin si j'interprète la question, il y a beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle. Ça conduit en tout cas dans le pilotage, dans l'informatique, à mettre davantage de moyens ou à réorienter ces moyens vers l'intelligence artificielle. Est-ce que le fait de parler beaucoup de transhumanisme conduit à des évolutions ou pas dans la discipline qui la vôtre? Non, je pense pas. Je pense qu'actuellement, on est devenu des mendiants permanents. Moi, je passe la moitié de ma vie à écrire des contrats, en faisant ce qu'un directeur adjoint du CNRS appelait de la biologie, c'est-à-dire HABI2LOGIE, c'est-à-dire qu'on habille les projets pour pouvoir répondre à tel appel d'offres ou à tel autre. Et parce qu'on manque, je veux dire, il y a une exception française en tout, c'est qu'on doit toujours faire mieux avec moins. Et moi, je pense que dans la recherche, par exemple, c'est pas scandaleux de gâcher un peu d'argent, parce qu'on a fait des expériences qui sont... parce que ça donne un luxe de réflexion, etc., de tester des choses. Et on est à l'os. Franchement, le seul moment où la recherche... Et aussi, quand même, l'opinion publique s'y intéresse pas énormément, à mon avis. Enfin, je sais pas. Le seul moment où l'opinion publique s'est mobilisée, c'est quand il y a eu Sauvons la recherche, qui était un mouvement qui a parlé à l'opinion publique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, mais je sais pas. Enfin, oui, mais les retombées ont été 1000 postes de conférences. Donc, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi, en France, les gens. Peut-être. Là, je suis totalement naïf et ignorant. Pourquoi il n'y a pas un. Enfin, il y a un enthousiasme. Quand on voit la fête de la science, on voit que les présents sont vraiment intéressés par la science, ou la semaine du cerveau qui va avoir lieu en mars. Mais sinon, ça ne se traduit pas par un soutien politique à l'idée de la connaissance, que la connaissance en soi, c'est une valeur, etc. Et ça me déprime un peu. Edouard. Ce qui importe, c'est vraiment le sens de la recherche. Pourquoi la recherche et qu'est-ce qu'on recherche? Parce que tout à l'heure, quand vous avez dit que la philosophie, c'est pas si important, mais il y a tellement plus important à gérer. La philosophie, à la base, c'est l'amour de la sagesse, donc savoir du sens et savoir dans quelle direction. Oui, mais il y avait d'autres problèmes urgents, vous avez quand même dit ça. Après, il y a des scientifiques de renom qui, par le passé, comme un très grand mathématicien, Alexandre Grothendieck, qui s'était posé la question allons-nous poursuivre la recherche scientifique? Donc il se posait clairement la question de, à partir du moment où la recherche ne correspondait pas à ses valeurs, de l'arrêter. Et quand j'ai fini mon intervention tout à l'heure en disant que le développement technoscientifique est décorrélé le soi-disant progrès technoscientifique est décorrélé du progrès social et humain, donc c'est un moment, il faut remettre le bébé dans le bon sens, dans le couffin, quoi. Il a dit ça, mais est-ce qu'il a mis ses actes en accord? Parce que quand il est mort, l'association des amis de Grothendieck ont trouvé 400 cartons pleins de travaux, de cartons non publiés. Et il y a des gens qui maintenant vont passer 50 ans à analyser parce qu'il paraît que... il a mis ses actes en application dans le sens où il n'a plus travaillé pour un labo, il travaillait pour lui tout seul, retiré. Une recherche personnelle, mais par contre il s'est retiré de ses recherches à partir du moment où il a su qu'il y avait des financements militaires. Lui, ce qui lui posait un problème, c'est qu'il y ait un financement militaire. Et Alexandre Grothendieck, il y a un documentaire qui existe, il y a des livres qui ont été écrits sur lui, il y a même une personne dans la salle qui connaît bien aussi le sujet. Voilà, c'est la question. Il y a eu aussi par le passé le groupe Oblomov aussi, il y a des gens qui se mettent en rupture de banc de la recherche scientifique et qui décident d'arrêter s'ils jugent que la recherche scientifique ou les progrès de la technoscience ne sont plus en accord avec leurs valeurs. Ils arrêtent le jeu, mais ils continuent à être
amoureux de la connaissance quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est aussi le problème de ce qu'on appelle c'est une extrêmement science. important de maintenir cette idée que La connaissance, bien sûr. C'est dur bien dans sûr. la vie, Oui. c'est parfois difficile de... Mais après, oui. Mais après, moi, j'ai pas. Dit-on, est des mendiants, etc. En ce moment, il y a des mendiants qui s'appellent les Gilets jaunes et qui ne sont pas des mendiants, justement, mais qui râlent et qui sont dans des grandes difficultés. Donc après... C'est deux sujets bon, qui sont quand même relativement différents. Certes, mais bon, se qualifier de mendiant, je comprends, hein, je ne veux pas être volontairement polémique, hein, pas mendiant pour les salaires, mais mendiant pour les labos. Oui, je sais. Mais encore une fois, il faut remettre dans l'ordre des choses et se poser la question du sens. Moi, c'est ce qui m'anime, en tout cas. En tout cas, à l'évidence, les budgets que dépense Google pour le transhumanisme ne sont pas les budgets qui sont dépensés dans l'enseignement supérieur, en tout cas dans les domaines qui sont les vôtres, mais je crois dans la plupart des autres domaines. Oui, dans les nôtres aussi. Alors, ce que je propose, c'est qu'on remercie nos intervenants. Je pense aussi que cette question du transhumanisme ne sera pas épuisée par cette conférence. Il y en a eu d'autres auparavant, il y en aura d'autres à l'avenir. Il y aura le 12 février, je vous annonce une conférence qui est donc doit être sur le site, hein, mais quel futur possible à l'heure de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est cette ère géologique, mais de transformation liée à l'activité humaine, par Jean-François Simonin, qui est philosophe et essayiste. Donc on vous enverra toutes les informations là-dessus. Vous pouvez noter le 12 février, quel futur possible à l'heure de l'Anthropocène. À bientôt.